Ça fait 7 mois qu'Alexandra est avec nous chaque premier dimanche du mois à Les Enchanteurs pour nous parler d'Avalon, de sa magie et comment s'y connecter et comment faire et bien effectivement ce cheminement autour bien évidemment de cet univers. Et donc là ce matin tu vas nous parler de quoi ma très chère Alexandra? Eh bien, ce matin, donc, on continue un petit peu le cheminement. Donc, bien évidemment, hein, les épisodes précédents sont disponibles voilà, sur Avantage TV ou sur ma propre chaîne, Alexandra Gallo, rêveuse de magie. Et aujourd'hui, donc, on va parler donc de se réunifier avec sa part d'ombre. Pour ceux qui ont suivi les différents épisodes, on a parlé beaucoup de ce cheminement qui est assez central, peu importe notre pratique ésotérique, spirituelle. Et du coup, donc, de prendre l'exemple via la tradition d'Avalon. Et donc, aujourd'hui, voilà, on va parler un petit peu plus de comment ça se passe, à quoi ça sert, etc. Et notamment aussi les différents liens avec certains symboles et lieux à Avalon spécifiquement. Donc, comme je disais, voilà, se réunifier avec sa pardon. Donc, on en a beaucoup parlé dans les épisodes précédents, cette fameuse pardon qui parfois fait peur, qui on ne peut pas forcément toujours affronter, qu'on a mis de côté pour plein de bonnes raisons, mais qui en fait cache beaucoup de cadeaux. Et donc, comme on en a parlé dans les épisodes précédents, eh bien, effectivement, cette part d'ombre, au final, n'est que une part de nous qui est là, en fait, un petit peu comme une protectrice, c'est-à-dire qu'on ne connaît que ses réactions euh, déséquilibrées, voilà, donc dans la colère, dans la violence, etc. Mais à la base, en fait, c'est une part de nous qui rassemble au final toutes ces différentes potentialités, toute cette force, toute cette résilience, et qui au final réagit quand on l'écoute pas, j'ai envie de dire, et à force de ne pas l'écouter, à force de ne pas écouter ses différents besoins ou de respecter ses différentes limites, eh bien, elle réagit de manière certes très déséquilibrée, mais à la base, c'est entre guillemets pour la bonne cause. Donc l'idée, en fait, c'est en se coupant de cette part de soi, eh bien, on se coupe d'énormément d'énergie, d'énormément de potentialités pour avancer sur notre cheminement de vie. Donc l'idée, c'est justement de faire un peu la paix avec cette part de nous-mêmes et de cesser, comme je dis souvent, ce conflit intérieur. Vous savez, cette impression qu'on est un peu schizo là parfois, où il y a 36 milliards de voix à l'intérieur de nous. Alors, c'est pas forcément de la schizophrénie, c'est plus du trouble de personnalité, mais on n'est pas loin en fait, de cette idée un petit peu voilà, de sensation de guerre intérieure comme ça. Et l'idée est justement, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, d'aller la rencontrer, de faire la paix avec elle. Donc, je vous renvoie pour toutes ces explications sur ça. Mais pour le coup, une fois que on a fait la rencontre, une fois qu'on a commencé un petit peu à comprendre ce qu'elle voulait, ce qu'elle pouvait nous apporter, etc., eh bien, c'est le temps justement de cette fameuse réconciliation, de cette réunification. Alors avant la réunification, en fait, l'étape extrêmement importante quand on a rencontré et qu'on a un peu plus compris qu'est-ce qui se passe avec cette part d'ombre, eh bien, c'est aussi d'accepter nos différentes facettes. Et ça, même si ça paraît simple en théorie, c'est pas forcément simple en pratique, c'est-à-dire d'accepter certaines tendances qu'on va juger ou que la société va juger malsaines, mauvaises, etc. Par exemple, la jalousie, le fait de vouloir être très séductrice, etc., etc. Enfin voilà, tout ce genre de choses-là qui peuvent nous faire nous sentir mal, de se dire je suis pas comme ça, etc. Alors non, vous n'êtes pas comme ça, mais il y a quand même un potentiel, il y a une part de vous. J'aime beaucoup pour les Potterheads qui sont sur Radio Fantasia. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Sirius alors je crois que c'est dans je sais plus lequel film, mais en tout cas, quand Sirius, justement, explique à Harry que tout le monde a du mauvais et du bon en lui, c'est juste de choisir avec lequel tu agis. Donc, c'est exactement la même chose, en fait, pour la part d'ombre et la part de lumière. On n'est pas que lumière. La nature elle-même n'est pas que lumière. Et on peut choisir, voilà, avec qu'est-ce qu'on met dans ce monde. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a une partie de nous qui va être violente, colérique, qui va avoir ce côté jalousie, envie, etc., qu'on est cette personne-là. Mais par contre, cette force qui est mise dans ces différentes facettes-là peut être mise au service de la lumière. La colère, encore une fois, comme je dis très souvent, n'est qu'une indication d'une limite qui a été dépassée, qui n'a pas été respectée. Donc, en mettant cette force potentielle de colère violente et destructrice au service du respect de ses propres limites, eh bien, d'un coup, en fait, l'ombre est au service de notre lumière parce que l'on a fait ce choix de la lumière.
Donc, c'est vraiment cette idée d'accepter en fait ce travail avec toutes ces facettes, de reconnaître qu'on a toutes ces facettes en nous et de ne plus en juger aucune d'une mauvaise manière. Voilà un petit peu la base. Alors, je me permets en même temps sur le chat de témoigner personnellement concernant justement les parts d'ombre. Il y a certaines parts d'ombre qu'on ne soupçonne pas parce qu'il y a des parts d'ombre en fait qui paraissent plutôt positives. Tu vois, apprécier l'harmonie, apprécier toutes ces choses-là, la quiétude. Et en fait, quand on nous empêche et qu'on est vraiment happé par cette harmonie dans notre vie, dans notre quotidien, qu'on aime les choses fluides, la communication fluide, le côté vraiment zen des choses, et qu'on nous empêche de vivre ça dans notre quotidien, ça peut devenir effectivement une part d'ombre parce que on nous malmène de l'intérieur, on nous empêche cette harmonie et bien évidemment, le baby dragon que j'ai en moi, comme beaucoup, s'exprime et peut s'exprimer de manière très forte, très dure. Et là, on comprend plus, on se dit mais attends, je comprends pas, Alina qui est toujours toute gentille, toute machin, d'un seul coup elle s'excite, c'est quoi son problème? Donc tu vois, en fait, ça peut être différentes formes de parts d'ombre. Et moi, j'ai perçu ça grâce à toi, Alexandra. Vraiment. Grâce à la formation, j'insiste encore là-dessus. Mais je pensais pas que j'étais à ce point-là si sensible au niveau de l'élément eau. Et donc, j'avais besoin de cette quiétude, cette harmonie constante dans ma vie. Donc, cette part d'ombre, elle était présente. Et là, grâce à tout ce qu'on fait ensemble, je suis vraiment... je lâche du lest, vraiment. Tu vois, je m'excite plus. Et encore, tu n'as fait que le début, j'ai envie de dire, parce que là, tu as travaillé sur les éléments et sur cette constitution personnelle. J'ai du coup voilà un accompagnement qui n'est seulement qu'en présentiel pour le coup, parce que ça nécessite des rituels personnalisés que je fais en présentiel. Mais j'ai un accompagnement qui s'appelle Révèle ta déesse intérieure et qui est exactement en fait tout ce cheminement que je partage là dans cette chronique de Magie d'Avalon, tout ce cheminement que j'ai fait avec le travail de la part d'ombre et donc de lister en fait ces différentes facettes et de travailler avec elles, de voir pourquoi on l'a mis de côté, de voir de quoi on a eu peur, etc., etc. Donc il y a, comme on le sait, dans tous les différents domaines de magie d'ailleurs, il y a toujours plusieurs tours à la spirale. Donc je suis ravie en tout cas d'avoir contribué à cette révélation pour toi. Non, c'est juste fort. Et puis là, avec Avalon, effectivement, les parts d'ombre, donc il faut vraiment tout percevoir dans ces parts d'ombre. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, des parts qui sont lumineuses de base, parce que apprécier l'harmonie, la quiétude, le bien-être, c'est quelque chose de très positif. Mais si vous êtes comme moi, comme beaucoup, je pense d'ailleurs, que vous appréciez être au calme. De temps en temps, on aime bien un petit peu le côté foufou, délire. Mais si de base, votre personnalité est plutôt calme, réservée, et qu'on vous empêche de vivre justement ce côté-là de vous qui est ancré à l'intérieur de vous, dont vous ne soupçonnez pas forcément l'existence, ça peut être effectivement une part d'ombre à travailler, je pense. Tout à fait. Effectivement, c'est de se rappeler, en fait, qu'est-ce qui fait dès l'instant qu'il y a une forme de restriction, là, je vois dans les commentaires aussi, Clandula qui dit apprendre à contrôler nos mots contre notre pardon surgit. J'ai envie de dire oui et non. C'est pas facile. C'est-à-dire que de fait, oui, on va éviter à tout prix de se décharger sur l'autre qui n'est pour rien. Mais par contre, c'est justement l'excès de contrôle qui fait que notre pardon devient de plus en plus complexe à gérer. Parce que c'est un biais de notre cerveau, j'ai envie de dire. Voilà, on se dit, si je l'enferme, si je le contrôle, tout va bien se passer. Bon, on a des milliards de livres, de films et de séries qui montrent que non. Quand on enferme quelque chose de très puissant et soi-disant de dangereux, ça finit toujours mal. Et donc là, c'est la même chose. Donc en fait, c'est vraiment l'idée de voir les choses autrement. Et ça, c'est vraiment un peu mon maître mot dans tout ce que je propose, c'est apprendre à voir les choses autrement. Parce qu'en fait, c'est pas le contrôle qu'il faut mettre sur notre pardon, c'est la maîtrise du pouvoir. Et en fait, la part lumineuse, comme je le dis souvent, n'est pas puissante par elle-même. Elle émet, elle rayonne, mais elle est plus passive en fait comme force. La force que l'on a, la résilience, la puissance, tout ça vient de l'ombre au final. C'est l'ombre qui alimente la lumière, un petit peu comme un moteur au final.
Donc, en apprenant en fait à comprendre ce moteur, en apprenant à maîtriser en fait cette force, un petit peu comme un cheval sauvage au final. L'idée, ce n'est pas de le soumettre, de le contrôler. L'idée, c'est de justement de pouvoir galoper avec lui. Et donc là, c'est la même chose avec notre pardon ou notre pouvoir personnel, etc. C'est arrêter d'en avoir peur, écouter en fait ce qui est là et apprendre à maîtriser ça. Il y a plein de manières d'apprendre à maîtriser cela, dépendamment voilà, sur le chemin dans lequel on s'engage. Mais il y a une légère subtilité voilà, que j'aime beaucoup mettre en évidence entre le contrôle et la maîtrise. Et on va chercher au plus possible la maîtrise. Tout à fait. On rebondit aussi sur les commentaires sur le chat Les Enchanteurs. Donc, parce qu'on a une enchanteresse qui nous disait que niveau astrologique, elle a aussi l'eau qui ressort. Et je lui répondais qu'effectivement, moi aussi, je pensais par rapport à mon thème avoir de l'air et du feu, parce que forcément, j'en ai à foison dans mon thème. Sauf que dans ma personnalité intérieure, c'est l'eau qui remonte le plus. D'ailleurs, avec les questions d'Alexandra dans la formation, on se rend bien compte en fait que c'est pas du fake en fait. Mais après, ce qui est présent dans votre thème, moi je dirais que c'est un complément. Voilà, c'est un complément qui enrichit votre personnalité, celle que vous montrez aux autres aussi beaucoup. Parce que bien évidemment, quand on a de l'air et du feu dans un thème, on voit bien que la personne elle est expansive, communicative, etc. Ce qui est mon cas. Mais à l'intérieur, je suis quelqu'un d'hyper sensible. Donc, on voit les petites subtilités, les petites différences. Donc, excuse-moi, Alexandra, je fais des petits apartés, mais j'étais tellement hallucinée par ta formation que, bref, j'en parle partout. En même temps, c'est la base. Oui. C'est-à-dire que même si voilà, je travaille avec en filigrane toujours cette tradition avalonienne qui pour moi a été très transformatrice. Comme je l'expliquais dans le cheminement, en fait, l'idée d'abord, avant de travailler avec certaines énergies, de comprendre les profondeurs de soi, etc., il faut au moins avoir son mode d'emploi. Et donc, du coup, c'est exactement ça. Le programme Découvre ta magie, c'est la première porte d'entrée où tu apprends en fait ce mode d'emploi qui après va t'ouvrir les portes. Donc là, effectivement, pour moi, très orienté sur le féminin sacré puisque en lien avec Avalon, mais qui après peut ouvrir les portes pour n'importe qui dès l'instant qu'il a choisi un cheminement de magie ou de spiritualité spécifique. C'est pour moi, voilà, j'essaye au plus possible d'avoir quelque chose qui n'oblige pas à rentrer dans un moule en fait ou rentrer dans une spiritualité fixe, mais qui donne des clés générales qui peuvent s'appliquer après dans tous les différents domaines. Et pour moi, ça, c'est super important. Donc voilà, on accepte, il y a cette idée de totale acceptation de soi, de toutes ces facettes, donc d'enlever en fait tout jugement et toute contrainte et toute mise bien au fond d'un tiroir pour pas la voir. Voilà, il y a vraiment cette idée de, en fait, ramener la lumière dans l'ombre, le truc classique qu'on retrouve dans beaucoup de traditions. Et donc, qu'est-ce qui symbolise, j'ai envie de dire cela, dans la tradition avalonienne? Eh bien, c'est Excalibur. Excalibur, l'épée de justice, l'épée d'équilibre, l'épée de pouvoir, l'épée, en fait, voilà, qui nous donne notre souveraineté. On se rappelle que Excalibur a été offerte et forgée, en fait, à Avalon, offerte de la Dame du Lac au roi Arthur, enfin du moins le futur roi Arthur, puisque c'est comme ça qu'il est devenu roi. Il y a cette idée en fait de réunification des pouvoirs. Donc pour ceux et celles qui connaissent un petit peu plus, j'ai vu quelques mentions au départ dans le chat de Marion Zimmer Bradley. Donc effectivement, c'est une grande inspiratrice cette tradition-là avec cette vision-là. Mais on le retrouve en fait dans toutes les différentes histoires et mythologies autour de cela, qu'elles soient dans une optique plus païenne ou dans une optique plus catholique, on retrouve toujours Excalibur. Et l'idée, en fait, c'est que quand on connaît un petit peu plus voilà, le mythe qui est raconté, le roi Arthur, en fait, se positionne comme celui qui unifie à la fois les anciennes traditions, donc le paganisme, et les nouvelles traditions, la religion catholique qui commençait à venir au niveau de la Grande-Bretagne. Donc, il y a cette idée de réunification des deux pouvoirs. Là, l'idée, c'est pas de dire qui est l'ombre, qui est la lumière, c'est pas du tout le but pour ça. Mais en fait, Excalibur est un symbole vraiment qui réunit.
Donc oui, c'est une épée, donc on pourrait se dire c'est quand même une arme, etc. Mais on a besoin aussi en fait de d'une arme, c'est-à-dire que on n'est pas là pour tout supporter, tout accepter, etc. Il y a des fois, comme on le sait, on doit couper des liens avec des personnes toxiques. Donc ce n'est pas fait dans la violence ou dans la méchanceté, c'est fait dans la préservation de notre propre énergie et de respect en fait de nos limites et de respect des limites de l'autre. C'est-à-dire voilà, je sens que mon énergie et la tienne ne se marient pas très bien, donc je vais couper. Donc Excalibur peut servir effectivement à ça, mais il y a vraiment dans le symbole de l'Excalibur cette idée de justice et d'équilibre. Et donc là, c'est quelque chose que je vous encourage éventuellement, voilà, quand on fait ce cheminement de réunification avec sa part d'ombre. Moi, comme je suis justement de la magie de la terre notamment et la magie du feu, et du coup j'aime bien le côté à la fois très concret des choses et le côté très ritualisé. Donc, du coup, j'encourage souvent en fait les femmes que j'accompagne à trouver leur propre Excalibur, c'est-à-dire un objet, quelque chose qui va représenter cette réunification ombre et lumière. Ça n'a pas besoin d'être une épée. Encore une fois, hein, ne vous figez pas sur ce symbole-là. Restez juste sur le concept en fait de réunification, d'équilibre que donne en fait, que transmet en fait Excalibur. Et du coup, donc moi j'ai eu des clientes qui se sont fait une couronne de fleurs en fait, avec différentes couleurs qui symbolisaient l'ombre et la lumière. D'autres qui ont fait un bâton de pouvoir, d'autres qui ont trouvé un bijou, etc., etc. L'idée en fait, c'est simplement d'avoir ce que moi j'appelle souvent un rappel conscient, c'est-à-dire un objet en fait qui vient vous aider à remémorer à votre conscience le travail que vous avez fait, cette réunification que vous avez faite, et à tout le moins cette acceptation de cette vision de oui, je suis ombre et lumière, et oui, je m'accepte pleinement et totalement, sans jugement, sans équivoque, de toutes ces facettes de moi, car toutes ces facettes de moi sont extrêmement importantes pour mon cheminement. J'ai besoin de toutes ces facettes. Et c'est à moi, en fait, de choisir où je mets mon énergie, dans quelle direction je mets mon énergie. Il y en a qui vont choisir, effectivement, la méchanceté, la violence, etc. Mais d'autres ne vont pas du tout choisir ça, vont choisir la lumière et vont mettre à profit toutes ces différentes parts qui pourraient avoir cette tendance maléfique à un système bénéfique. On se rappelle, la magie, c'est vraiment la limite magie noire, magie blanche, si tant est qu'on peut vraiment parler d'une distinction de couleur de magie. Il y a qu'un pas, en fait, hein, entre le bien et le mal, il n'y a qu'un pas. Donc au final, c'est vraiment cette idée de se rappeler toujours qu'on a cet alignement, en fait, qu'on a symbolisé par un objet, quel qu'il soit, cette réunification, cet alignement. De totale acceptation de soi, de cessation du conflit en fait. C'est-à-dire que là, l'épée, encore une fois, même si vous rappelez le téléfilm en fait, le mouvement de couronnement du roi Arthur, il n'utilise pas l'épée pointée vers le haut, donc il fait le serment, l'épée pointée vers le haut, mais quand il finit son serment, il retourne l'épée, et le pommeau de l'épée, qu'est-ce qu'il représente? Il représente littéralement donc la croix catholique, donc le symbole en fait de l'alignement du vertical et de l'horizontal. Donc il y a cette idée de symbolisme de paix où je vais maintenir un équilibre entre toutes choses. Chacun est libre de croire selon ses propres envies, ses propres traditions. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit dès l'instant que tout le monde se respecte. Et donc ça, ce symbole-là, on peut vraiment le transposer à l'intérieur de soi et ressentir en fait cet alignement, cette justesse en fait de ces deux forces en nous. Alors, en t'écoutant parler d'Excalibur, je ne sais pas si tu étais au courant, mais enfin, j'ai lu qu'il y aurait une reliance entre l'épée du Sacre des Rois, donc qu'on appelle l'épée joyeuse, l'épée de joyeuse, qui est reliée à Charlemagne. Et en fait, c'est une épée effectivement qui existe depuis fort longtemps, depuis le Moyen-Âge, et qui est reliée bien évidemment au Sacre des Rois de France. Donc, c'est une des épées les plus extraordinaires qui soit, au passage. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une corrélation par rapport à cette épée-là et celle d'Excalibur. En plus, et pas des moindres, avec forcément l'épée d'Excalibur, il y a une reliance avec le roi Arthur. Donc, il y a peut-être que ceci explique aussi cela. Et même dans la manière dont tu expliques à quoi ressemble l'épée d'Excalibur, l'épée de Joyeuse aussi, représente exactement le même type de symbolisme et même visuel.
Je sais pas si tu le savais. Beaucoup, hein, je pense, c'est comme l'histoire en fait mythologique du roi Arthur. On a très très peu d'écrits. Ces écrits ont été retranscrits par des moines, donc avec un filtre de vision aussi. On retrouve en fait ce symbolisme et ces concepts-là dans tous les pays du monde. Au final, c'est comme pour les religions, c'est comme pour plein de choses en fait. Donc, c'est pas étonnant pour moi en fait que voilà, des siècles plus tard, avec Charlemagne, on ait aussi ce symbolisme-là avec l'épée des rois. Et donc, dans plein, même dans la série Viking, si pour ceux qui l'ont vu, c'est pareil. L'épée que porte Ragnar à la fin, c'est l'épée des rois au final. Donc, il y a cette même idée en fait à chaque fois de ce symbole de justice, symbole d'équilibre. Et comme on dit, voilà, un couteau oui peut tuer, mais peut aussi nous aider à couper. Donc, ce n'est pas l'instrument en fait qui est le problème, c'est l'intention qui est mise derrière. C'est le cas pour tout au final. C'est jamais en fait l'objet qui est à remettre en cause, c'est la personne qui utilise cet objet et son intention qu'elle a derrière. Donc là, effectivement, pour Excalibur, c'est vraiment cette idée, donc dans la tradition avalonienne, ça symbolise vraiment cette réunification et cet usage de notre pouvoir personnel en pleine souveraineté pour partager en fait nos talents avec le monde. Donc il y a vraiment cette idée-là avec ce symbolisme. Et du coup, oui, nous sommes au mois de mars pour cette émission et nous sommes dans les énergies qui arrivent d'Ostara. Ostara, je le rappelle, on est sur l'équilibre ombre et lumière, bien sûr, avec l'équinoxe de printemps, ce qui est valide aussi pour l'équinoxe d'automne avec Mabon. Donc, c'est une période extrêmement propice à ce travail de réunification d'ombre et lumière, puisque littéralement, la nature nous offre en fait cet état de passage entre les deux. J'ai lu également dans un livre autour de Saturne que Saturne est également considéré comme étant le maître d'Avalon. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Alors non, ça je n'avais pas entendu, tu vois. Donc ça m'a bien surprise aussi. Donc je me suis dit, tiens, il y a une reliance entre Saturne et Avalon, c'est étrange. Après, comme je dis, voilà, c'est qu'il y a tellement peu d'écrits sur. Ça fait vraiment partie. C'est une toute petite partie. Hein, les évocations d'Avalon dans les différents ouvrages qu'on a, que ce soit le Vita Merlini, que ce soit d'autres ouvrages, il y en a très très peu de références sur ça. Et donc la tradition avalonienne a laissé libre cours à l'imaginaire au travers des siècles. En fait, il y a eu plein de différents changements. Et donc je pense qu'en fait, faute de véritable preuve de l'existence de certaines choses, de certains personnages, etc., ça ouvre en fait libre cours à l'imaginaire et à ce que les personnes ont besoin d'y mettre, en fait. Moi, je sais que même si voilà, j'ai une puissante reliance avec ce lieu et oui, je veux vraiment croire que ça ait vraiment existé, qu'il y ait vraiment ces femmes traîtresses qui étaient sur cette île cachée du monde, etc. Je reste quand même consciente de l'aspect métaphorique que ça présente. Comme n'importe quelle tradition et n'importe quelle histoire, au final, il y a toujours en fait un symbolisme, une métaphore. Agnieszka nous le partage souvent pour les contes également. Et c'est vrai que moi, j'explique toujours Avalon dans cette idée de c'est le lac recouvert de brume. Le lac, c'est nos émotions. La brume, c'est tous nos schémas, tous nos traumas, toutes nos blessures. Une personne en fait qui a fait ce chemin ouvre les brumes et nous emmène vers Avalon. Avalon qui est donc le cœur même de notre être, qui est l'origine en fait de notre essence, le reflet de notre grandeur, comme il est souvent explicité. Et dans ce lieu-là, on va apprendre à se reconnaître soi-même, on va apprendre à développer nos talents pour ensuite être nous-mêmes en capacité de refaire le chemin en arrière et de pouvoir soit réouvrir les brumes pour quelqu'un d'autre si on a cet appel, soit simplement venir partager au monde cette contribution que l'on a à offrir avec les talents qu'on a retrouvés, qu'on avait. Donc au final, c'est un fil conducteur qui peut inspirer certaines personnes qui peuvent se reconnaître dans cela. Mais au final, ce fil conducteur, on le retrouve partout. On le retrouve en alchimie, on le retrouve dans les traditions amérindiennes. Dans toutes les traditions, il y a ce travail de retour à soi, de développement de ses capacités pour ensuite pouvoir les partager. Donc je pense qu'il y a autant de couleurs arc-en-ciel au final qu'il y a de personnes et on a tous besoin de
se relie à quelque chose qui va nous attirer plus qu'autre chose. Donc pour certains, ça va être les Celtes, ça va être Avalon, pour d'autres, ça va être les Amérindiens, pour d'autres, les Asiatiques, pour d'autres, les Égyptiens, etc., etc. Mais si on retire simplement pas le concept, mais l'objectif en fait de tous ces cheminements spirituels, qu'ils soient religieux ou non, on retrouve toujours le même objectif, se connaître soi pour pouvoir après être en pleine puissance de partager ce qu'on a à partager. Et donc voilà, Avalon est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est vrai que Saturne, étant quand même une planète au niveau de son symbolisme qui est relié à la transformation, et qu'Avalon également l'est, puis c'est aussi une planète qui est associée au mythe de l'âge d'or, donc on pourrait penser à Avalon, mais aussi à Atlantide et à toutes ces mythologies très anciennes, tu vois, ces peuples très anciens, tu l'as dit, les Amérindiens, etc., qui pourraient être reliés aussi à cette planète. Donc en fait, moi je dirais que ce serait logique quelque part. Tu vois. Oui, la symbolique est complètement logique. Hein. Effectivement, on peut faire cette association qui me semble juste. Hein. Après, voilà, faut créer l'histoire autour, j'ai envie de dire, tu vois. C'est-à-dire que voilà, Saturne reste une planète. Est-ce qu'on parle de la planète? Est-ce qu'on parle d'un dieu relié à Saturne? Tu vois, enfin, c'est un peu ce genre de choses qu'il faudrait. Mais je pense que la personne qui a développé cette théorie, voilà, a forcément aussi son histoire déroulée pour pouvoir supporter cette hypothèse, en fait. Et encore une fois, pour moi, il n'y a pas de mauvaise hypothèse dès l'instant que ça sert à un objectif positif, en fait, pour la personne. Tout à fait. Bah, écoute, hein, Alexandra, passionnant. Passionnant ce matin, comme toujours, à chaque fois. Alors, d'autres éléments et pas des moindres au niveau de ta chronique, donc que je regarde. Ah oui, je vais te laisser... le lieu. Il y a un thème là qu'Alexandra va aborder qui est juste extraordinaire, j'adore. Bon, je te laisse faire. Ah oui, ça c'est mon thème de cœur et vraiment, il y a bien eu une chose qui a fait sens instantanément pour moi quand j'ai commencé à travailler avec les traditions d'Avalon, c'est le Thor, le labyrinthe du Thor, donc cette colline qui est au centre de Glastonbury. Donc la ville qui supposément serait l'entrée physique, le portail physique de cet Avalon plus mythologique et théorique. Et cette colline labyrinthique qui est juste fabuleuse en fait, puisque c'est une des seules représentations. Ce labyrinthe existe en représentation dans plusieurs localités. Hein. On le retrouve dans la cathédrale de Chartres, il me semble, sur l'île de Chypre également, cette forme de labyrinthe qui n'a qu'une entrée et qu'une sortie. C'est la même, l'entrée et la sortie sont la même, mais c'est le seul exemple qu'on a dans le monde d'un labyrinthe creusé à même la colline, c'est-à-dire que le labyrinthe est en 3D, difficilement praticable de nos jours maintenant, mais on voit très très bien en fait les différents niveaux en fait quand on le regarde un petit peu plus de manière un peu plus éloignée. Et cette colline, en fait, labyrinthique, personne, encore une fois, ne sait est-ce que ça a été fait par un travail humain, est-ce que ça a été fait de manière voilà, magique. On ne sait pas, en fait. Voilà, il y a plein de choses, comme beaucoup de lieux de cette époque-là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Probablement que ça a été creusé par les humains, mais voilà, on n'a pas cette information. En tout cas, encore une fois, pareil, si on se relie au symbolisme en fait de cette colline, donc cette colline qui est surplombée, beaucoup en fait ont dû voir les photographies de la tour Saint-Michael, donc cette tour qui n'a plus de toit, hein, qui est vraiment juste un tube, un canal au final, donc qui nous permet vraiment d'avoir cette connexion tertielle assez impressionnante sur des lignes justement magnétiques assez puissantes, donc la ligne Saint-Michel et la ligne de Marie-Madeleine. Donc effectivement, voilà, on est sur un haut lieu énergétique, et donc c'est pas pour rien que Glastonbury a été considéré comme le chakra du cœur de la Terre. On regarde les différents chakras. Et cette colline du Thor, en fait, qui est donc ce fameux labyrinthe, comme je disais, voilà, a une seule, l'entrée et la sortie sont la même. Et ce qui est intéressant dans ce labyrinthe, c'est que la manière dont on rentre et dont on évolue dans le labyrinthe nous fait faire un petit peu des va-et-vient de gauche à droite. Et il n'y a pas vraiment un sens, entre guillemets, je dirais, qui serait classique, où je rentre au premier niveau et je finis au 7e niveau, puisqu'il y a 7 niveaux dans ce labyrinthe. Mais on rentre en fait dans le 3e niveau. On descend au 2e, on descend au 1er, on remonte au 4e,
On remonte après au 7e, on descend au 6e et on finit par le 5e. Et donc là, il y a une super belle symbolique, puisque là, du coup, on a 7 niveaux. Donc, bien évidemment, très facilement, on les relie aux 7 chakras. Donc, ça nous fait donc rentrer au niveau du chakra du plexus solaire, descendre au sacral, descendre aux racines, monter au chakra du cœur, donc le pont entre le matériel et le spirituel. On connecte au chakra couronne, on descend au 3e œil et on finit par le chakra de la gorge. Donc, il y a littéralement, en fait, cette idée de je rentre par le plexus solaire, donc tout ce côté action, tout ce côté pouvoir personnel, en fait, que je rayonne, le plexus solaire, donc ce soleil du corps, donc comment je rayonne, en fait, à l'extérieur. Je rentre par ce chemin-là et je vais finir au niveau du chakra de la gorge, donc littéralement l'expression de soi, l'expression de son pouvoir personnel. Et donc, ce cheminement, en fait, donc à la fois, on peut y avoir énormément de symbolique. Moi, j'utilise, en fait, ce travail du labyrinthe dans plein de circonstances, puisque à la fois, on a ce côté équilibrage ombre et lumière. Comme je disais, voilà, on fait des va-et-vient, en fait, de gauche à droite. Donc, il y a vraiment cette impression, voilà, d'équilibrage ombre et lumière, masculin, féminin, d'équilibrer le côté gauche, le côté droit, parce qu'au niveau des hémisphères cérébraux, c'est le même système. En fait, on a cette idée d'équilibrage-là. Et on a aussi un dépouillement, en fait, qui est fait, comme tout le travail de labyrinthe. L'idée, je rentre dans le labyrinthe pour me défaire de tout ce que je ne veux plus, pour en ressortir à neuf. Et en plus, je ressors par la même entrée. Donc, il y a vraiment cette idée que le labyrinthe, en fait, nous permet ce rééquilibrage, ce réalignement de soi et cette combinaison, en fait, puisque, à force de faire, si vous vous rendez compte, essayez de le faire. D'ailleurs, je vous repartagerai un petit rituel que j'avais créé à ce sujet, mais en faisant des va-et-vient de gauche à droite, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est littéralement quelque chose de basique en psychologie ou en psychanalyse ou même en physique. C'est l'idée justement de réaligner, en fait, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit du cerveau ou au niveau des yeux, etc. Il y a une espèce ça nous rend confus, entre guillemets, au point qu'on n'arrive plus à séparer la gauche et la droite et on est obligé de se centrer. Et là, c'est exactement, en fait, ce que le labyrinthe nous permet de faire et donc nous permet de symboliser, encore une fois, dans la matière, ce réalignement, cette réunification entre notre ombre et notre lumière pour arriver donc à ce fameux sommet avec le Thor, où là, du coup, on a vraiment cette idée de cette représentation de cette colonne, en fait, existante encore, qui nous permet, en fait, cette reliance-là. Donc, il y a vraiment, en fait, avec ce travail du labyrinthe, un parcours vers une réunification de soi. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment un peu, comme on l'appelle, une méditation en mouvement, puisque littéralement, voilà, on marche dans ce labyrinthe. Donc, on peut soit tenter l'expérience, mais qui est très très longue. Vous pouvez toujours marcher dans le labyrinthe physique du Thor de Glastonbury. Ça va vous prendre 8 heures aller-retour. Faut être prêt. Mais si vous voulez le faire de manière un peu plus rapide, il y a des représentations en 2D, donc voilà, tracées sur le sol des labyrinthes qui nous permettent de marcher dedans, voilà, en mode de marche méditative active. Ou encore, voilà, si vous voulez pas forcément le tracer sur le sol ou dans la nature ou autre, on peut le tracer sur une feuille de papier et le faire suivre avec notre doigt. Donc justement, voilà, je vais vous partager cet article que j'avais créé justement pour Ostara, dans cette idée de purification et d'alignement avec le labyrinthe. Et donc, vous retrouverez en fait ce schéma déjà de comment dessiner le labyrinthe, c'est pas évident, et donc de comment faire un petit rituel pour le parcours. Oui, le rituel spécial Ostara. Ah oui, d'accord, magnifique. Voilà, et j'avais du coup, en fait, pour la pleine lune sur Radio Antasia, donc on va diffuser la méditation du labyrinthe, et qui est possible, qui est disponible sur ma chaîne YouTube également, mais du coup, voilà, pour la pleine lune, ce mois-ci, j'avais choisi exprès justement de prendre la méditation du labyrinthe. Et en plus, qui tombe la méditation de pleine lune, donc l'émission spéciale pleine lune, ça tombe le vendredi 14 mars. Donc, ce sera une émission spéciale autour de l'énergie de la pleine lune. Donc, là, ça tombe un vendredi. Généralement, on fait des émissions en live. Donc là, ce sera une émission spéciale pleine lune ce mois-ci. Donc, ça promet du bouillon, hein. Encore une méditation de ouf, Alexandra.
Ah, celle-là, elle est très, enfin voilà. Après, je pense que je dis ça pour beaucoup de méditations. Du coup, c'est vrai que je l'ai construite avec cette idée de vous faire parcourir ce labyrinthe en vous nommant en fait chaque tracé. Donc chaque chemin, le cinquième, le troisième, etc., etc. En vous faisant connecter aussi à votre ressenti au niveau de chacun de vos chakras. Donc, il y a vraiment cette idée de faire une reliance entre notre visualisation, en fait, du labyrinthe, de ce parcours, voilà, dans ces énergies d'Avalon et le lien avec nos propres états de nos chakras, nos propres intentions. Qu'est-ce que j'ai besoin de purifier? Qu'est-ce que j'ai besoin de réaligner? Qu'est-ce que j'ai envie de semer, planter, labourer, etc. On est au printemps. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de voir éclore? Donc, il y a vraiment cette idée-là. Mais pour moi, c'est un très beau, un très bel exercice en fait à s'offrir pour commencer ce travail, enfin moi pour compléter, parce que bien évidemment il y a un travail de rencontre avec sa part d'ombre, mais quand on a commencé à la rencontrer, quand on a commencé à bien connaître un petit peu ses différentes facettes, etc., pour vraiment acter sous un mode rituel cette réunification, et ça peut être un très bel exemple en fait à utiliser. Magnifique, merveilleux. Voilà, un petit peu, voilà, ce travail de s'aider en fait aussi, parce que voilà, comme on peut comme on le sait en tant que praticien, la roue de l'année en fait nous donne ces différentes énergies, on s'accorde aux forces de la nature. Donc justement de pouvoir faire ce type de travail pour Ostara ou comme je disais tout à l'heure pour Mabon, donc l'équinoxe d'automne, là où ce moment d'équilibre ombre et lumière est visible dans la nature. Ces énergies-là, en fait, c'est le principe même de la magie sympathique, hein, utiliser plein d'énergies qui vont dans la même direction pour sublimer notre rituel. Et donc là, du coup, vous pouvez justement vouloir commencer à faire ce travail de réconciliation, de réunification avec votre part d'ombre grâce à ce labyrinthe, grâce à ces énergies d'Avalon et grâce du coup aux énergies des équinoxes. Eh bien, une magnifique chronique de notre chère Alexandra autour de la réunification de sa part d'ombre. Et donc, le mois prochain, parce que tu me disais tout à l'heure que j'avais déjà commencé à en parler, alors je ne savais même pas. Le mois prochain, effectivement, dans la suite logique, on a rencontré notre part d'ombre, on s'est réunifié avec elle, on a commencé à apprendre un petit peu nos différents talents, etc. Et bien là, ça va être le temps d'incarner ces sagesses dans notre quotidien. Donc, comment est-ce que je peux proposer en fait mes talents, faire mes contributions au monde grâce à tout ce que j'ai appris. Donc, ramener ces sagesses dans notre quotidien et donc comment ça peut se manifester. Voilà. Waouh, encore un super sujet en perspective, les amis. Et donc, on te retrouve le dimanche 6 avril entre 11h et 11h45. C'est bien ça? Exactement. Premier dimanche du mois, donc soyez au rendez-vous. Et donc, tu peux réitérer si tu veux par rapport à ton tirage au sort, à tes concours, etc. Oui, donc du coup, voilà, comme je disais en début de chronique, les 10 ans de mon entreprise en ce jour même, le 2 mars, j'ai ouvert mon entreprise il y a 10 ans. Et donc du coup, pour célébrer cet anniversaire, eh bien, je propose un tirage au sort avec 3 lots à gagner. Donc je vais remettre bien évidemment le lien dans le chat, mais je le mettrai également aussi en description pour ceux qui réécouteront en replay. Donc, le tirage au sort se fera le 11 mars. Donc, il y a effectivement une limite de temps, bien sûr. J'ai choisi le 11 mars dans cette idée, justement, de mettre des belles énergies pour cette rentrée dans la 11e année, justement. Et dans les lots à gagner, bien, du coup, vous aurez soit le premier lot, une séance bilan de magie unique de 2 heures pour avoir votre type de magie ainsi que les recommandations personnalisées. Le deuxième lot sera une vidéo de fabrication d'une crème avec son fascicule afin de pouvoir créer vos propres crèmes personnalisées. Et le troisième lot sera un PDF qui vous expliquera les bases d'usage des plantes et des huiles essentielles avec quelques petites recettes de potions magiques pour adoucir votre quotidien.